Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième rencontre Festicom Santé. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes également d'ailleurs ce matin en direct sur pharmaradio.fr. Notre rencontre est organisée en partenariat avec le MBA Communication Santé de l'EFAP. Et nous allons parler ce matin des tendances en communication santé, voir comment elles évoluent. Je remercie d'ailleurs les étudiants et les étudiantes du master, du MBA de l'EFAP pour leur participation active. Bonjour Pierre Chopin, nous allons avoir le plaisir de partager cette animation tous les deux ce matin. Quelques mots pour lancer nos invités, Pierre. Bonjour Eric Philippot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil à cette table ronde du Festival Communication Santé. Nous avons effectivement autour de cette table virtuelle 4 invités, 4 professionnels de la communication et de la santé avec lesquels nous allons partager leurs opinions, leur expérience sur des thématiques choisies par les étudiants du MBA Communication Santé de l'EFAP et présentées sous la forme de capsules vidéo qui vont rythmer notre table ronde. Alors, ce sont aussi vos étudiants, Pierre, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, ce sont les étudiants du MBA Communication et Santé de l'EFAP. L'EFAP est l'école de communication du groupe EDH. Alors attention, c'est un groupe d'enseignement supérieur dans les domaines de la com, du management artistique et culturel, du journalisme, du design graphique et de la création digitale. Alors j'accompagne ces étudiants en tant que co-directeur du MBA avec Muriel Doucet, qui est l'une de nos invitées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'être avec vous pour co-animer cette table ronde. Alors, Pierre Chopin, vous êtes aussi directeur marketing client chez Boehringer Ingelheim. Non, je suis responsable marketing. Responsable, pardon. Voilà, c'était une évolution de poste en direct. Voilà, c'est aussi ça les joies du direct. C'est noté. Pierre, responsable du marketing client chez Boehringer Ingelheim. Voilà, et puis j'étais responsable com également dans le même labo. D'accord. Alors, merci Pierre. Quant à moi, je suis Eric Philippot, je suis le vice-président du Festival de la Communication Santé, aux côtés de Dominique Noël, notre présidente. Je suis également président fondateur de By Agency, agence de communication et de design des marques santé mieux vivre. Alors très rapidement, Pierre, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en présentant nos invités. Eh bien oui, nous avons donc tout d'abord avec nous Frédéric Gesque. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tous. Écoutez, déjà, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, j'ai rejoint la direction générale de la Ligue nationale contre le cancer en 2019, après avoir travaillé pendant de longues années en entreprise et notamment j'ai eu la chance de diriger pendant quelques années l'agence de communication santé du groupe de presse médicale Elsevier Masson. Je suis aussi coach et j'accompagne des dirigeants sur pas mal de sujets en termes d'organisation et de communication. Et donc peut-être en quelques mots la Ligue, c'est le vaisseau amiral de la lutte contre le cancer depuis 1918. La Ligue, ce sont 103 comités départementaux et une fédération reconnue d'utilité publique, plus de 600 salariés, 14 500 bénévoles actifs, 820 000 donateurs et un budget d'environ 110 millions d'euros chaque année, entièrement dédié à la lutte contre le cancer via plusieurs missions sociales majeures comme le financement de la recherche, l'accompagnement des personnes malades, la prévention et la promotion des dépistages, mais également la démocratie en santé et la défense des droits des usagers de santé. Et Frédéric, si je ne me trompe pas, je sais qu'il y a aussi un livre sur les dirigeants responsables. Allez, sans faire de promo en direct, mais c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment dans les sujets notamment de la RSE et de tout ce qui va être la responsabilité des managers. Je ne me trompe ? Oui, merci Eric. Effectivement, j'ai cette chance en 2019, mais finalement, ce livre n'a jamais été autant d'actualité que depuis la crise sanitaire. Ce que j'avais appelé le guide du dirigeant responsable, réinventer son entreprise pour la faire grandir, où effectivement, j'abordais tous les sujets d'impact positif, de positive business et de responsabilité sociale, environnementale, sociétale du dirigeant, en format vraiment de guide pratique d'accompagnement des dirigeants et des managers. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour Lucien Benathan. Bonjour. Allez, je vous laisse vous présenter, Lucien. Écoutez, d'abord, bonjour à tous et très heureux d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité. Je suis un pharmacien d'officine qui a une petite carrière syndicale pour commencer, puis ensuite décidé de développer un groupement, un réseau de pharmaciens, d'essayer de fédérer
libéraux, des professionnels de santé libéraux, avec comme idée principale de travailler sur l'évolution du rôle du pharmacien dans le système de santé. Voilà, essentiellement, donc avec une offre groupement et puis une offre marque-enseigne, banners, comme on dit, comme disent nos amis canadiens, ma pharmacie référence. Voilà. Très bien. Merci Lucia Benatton. Muriel Doucet, allez, votre parcours en quelques mots. Bonjour Eric et bonjour Pierre. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En fait, je vais intervenir à double titre. Le premier en tant que directrice du MBA Communication Santé de l'EFAP et le deuxième au titre de directeur des affaires publiques pour le groupe Air Liquide sur les sujets que sont l'innovation, le digital, la technologie et la santé. En fait, je témoignerai en tant que ex-directrice de la communication santé du groupe Air Liquide, où j'ai pu piloter ces activités pendant une 8aine d'années. Je voudrais aussi souligner et remercier Eric et Dominique pour leur accompagnement auprès du MBA Communication Santé depuis la création de ce MBA. Donc merci pour cet engagement historique et je voudrais aussi remercier les étudiants pour avoir travaillé sur ces fameuses tendances, leur décryptage de façon à pouvoir animer cette table ronde. Merci Muriel. Alors, on va finir le tour de table avec vous, Bruno Erard. Allez, qui êtes-vous, Bruno Erard? Bonjour Eric, bonjour à tous. Moi, je suis un collègue de Pierre. Je suis ravi d'être chez Boehringer Ingelheim, que j'ai rejoint il y a maintenant 1 an et demi. Je m'occupe des affaires publiques et de la communication. Boehringer Ingelheim a cette chance d'être un laboratoire qui marche sur 2 jambes, si j'ose dire. Une jambe santé humaine qui est assez laboratoire familial, indépendant. Premier laboratoire d'ailleurs non coté au monde, qui a été créé à la fin du 19e siècle et qui est très connu pour la santé humaine. Et puis depuis quelques années, Boehringer, en ayant racheté Merial, qui était la division vétérinaire de Sanofi, est devenu leader en santé vétérinaire. Et je trouve qu'au moment où on parle beaucoup de Covid, on parle de zoonoses et d'autres sujets, ce caractère atypique de Boehringer Ingelheim est très intéressant. Parce que nous sommes le promoteur, et du fait de ce leadership et de cette double activité, des ponts à construire entre les 2 santé. Et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est un élément qui, me semble-t-il, peut être intéressant dans les tendances que nous allons développer aujourd'hui. Très bien. Merci Bruno Erard. Alors, Dominique Noël n'est pas avec nous ce matin, mais nous avons demandé à Emmanuel Pierga, qui est membre du comité du festival, du comité d'organisation. Emmanuelle Pierga est aussi directrice marketing et communication de CTM Group. Et donc nous avons demandé à Emmanuelle Pierga, Pierre, de faire un petit mot d'accueil pour nous souhaiter non seulement la bienvenue, mais nous parler du festival et peut-être un tout petit point d'éclairage sur sa vision des tendances. Allez, nous plongeons dans les images d'Emmanuelle Pierga. Bonjour à tous. Comme Eric vous l'a dit, je suis Emmanuelle Pierga, directrice du marketing et de la communication santé de CTM Group, la compagnie de télémédecine. J'ai également la très grande chance d'être membre du comité du Festival de la communication santé. Je vous recommande 2 fois plus de venir nous rejoindre au Festival de la communication santé. Pourquoi? Parce qu'il dure 2 ans. Il a commencé en 2020 et il se terminera en 2022 avec la remise des prix. Et parce qu'il continue tout au long de l'année avec les rencontres Festicom Santé. C'est une rencontre Festicom Santé aujourd'hui sur les tendances de la communication. Le Festival de la communication santé a été un des lieux privilégiés pendant 30 ans de l'observation des tendances de la communication santé. Pour ce qui me concerne, j'en isole 3. La première, c'est le patient au centre du discours des communicants alors qu'il a été à sa périphérie pendant des années. La deuxième, c'est le digital. Il influence de manière forte la forme et le fond de la manière de communiquer en santé. Enfin, la dernière est arrivée avec la pandémie, la responsabilité sociétale de la communication santé. En effet, jusque-là, la communication avait comme fonction centrale la vente. Elle a été laissée de côté avec l'arrivée de la pandémie
Et l'ensemble des acteurs de santé ont communiqué massivement pour informer, expliquer, accompagner la traversée de cette crise. Et pour moi, c'est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Alors, je vous souhaite à tous un très bon débat sur ce sujet passionnant. Bien, merci Emmanuel Pierga. Alors, on voit les tendances évoluent. Alors, c'est vrai que le festival est un point d'observation majeur depuis plus de 30 ans et sûrement pour de nombreuses années à venir. On observe d'ailleurs beaucoup la communication francophone. Donc, on a évidemment des contacts avec d'autres pays. Donc, c'est aussi une ligne de conduite pour le festival. N'oubliez pas aussi que le festival, c'est aussi 2 jours, nous l'espérons, j'espère, en fin d'année à Deauville, donc le 25 et le 26 novembre. 2 jours pour nous rencontrer, venir aussi faire pitcher vos campagnes de communication. Allez, c'est ma petite partie publicité du jour. Rappelez-vous qu'il y a 2 années de communication, c'est une année double avec communication 2020 d'un côté, communication 2021 de l'autre. Et puis, on a aussi, avec Dominique et l'équipe du festival, nous avons créé un geste réflexe. Allez, je vais vous demander de tous le faire, qui s'appelle Comme Santé x2. Donc, pour ces 2 années du festival, voilà, c'est le geste. Donc, on peut shooter. Merci à tous. Et puis, vous l'avez vu, les rencontres Festicom Santé, c'est aussi des occasions assez uniques de se rencontrer entre 2 éléments que sont notamment le festival à Deauville et la remise des prix de janvier. Et vous pouvez aussi nous rejoindre au sein du club, le club Festicom Santé, avec d'autres événements qui vont pouvoir là aussi, nous sommes déjà plus de 300 au club, qui vont pouvoir aussi animer toute la vie du festival tout au long de l'année. Alors, d'ici novembre, il va y avoir pas mal de choses. Muriel Doucet, quelques mots sur l'EFAP, le MBA et la thématique de notre rencontre du jour. Oui, merci Eric. Alors, si je reviens sur l'EFAP, Pierre a déjà décrit quelques éléments. En fait, c'est une institution historique en matière de communication. L'EFAP propose à plus de 3500 étudiants au total de pouvoir apprendre ces métiers de communication sur plus d'une dizaine de campus, que ce soit à Paris, à Shanghai, à New York. Donc, si je viens maintenant et je vous parle plus précisément du MBA Communication Santé, en fait, pourquoi ce MBA ? En fait, on a fait le constat que l'on manquait cruellement d'experts en communication dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, il y a 4 ans, nous avons monté ce MBA, qui se veut très pratico-pratique, puisque au total, on a à peu près une 40aine d'experts professionnels de ce secteur qui interviennent pour accompagner les étudiants tout au long de l'année. Il faut savoir que ce MBA Communication Santé est aussi multisectoriel, c'est-à-dire que le domaine de la santé, c'est extrêmement large. Donc, on couvre à la fois le médicament, le domaine de l'agroalimentaire, la cosmétique, mais aussi du bien-être et même du sport. Donc, vous voyez, c'est un rendez-vous, en fait, qui est absolument clé pour les étudiants afin de pouvoir décrire et décrypter les tendances, savoir comprendre les contraintes réglementaires dans lesquelles nous sommes lorsqu'on communique dans ce domaine, et aussi savoir vulgariser l'information pour tout à chacun, que ça soit à la fois pour le consommateur, mais aussi pour le patient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? C'est les tendances et comment est-ce qu'on peut les décrypter en matière de communication santé. Pour ça, en fait, les étudiants vont vous proposer 4 thématiques différentes. L'une va porter sur la communication autour des patients, la seconde sur la santé animale, la troisième sur la dermocosmétique et les réseaux sociaux, et enfin l'officine numérique. Donc ça va nous permettre aussi d'exposer nos points de vue en tant que professionnels autour des analyses réalisées par les étudiants. Merci Muriel Doucet. Alors je vous propose tout de suite, si vous en êtes d'accord, on va plonger dans ces premières capsules, ce premier focus des étudiants du MBA. Pierre, quelques mots juste sur l'équipe qui a travaillé sur ce sujet. Donc, et là, en l'occurrence, la communication des associations de patients, Pierre. Alors, juste avant de vous présenter cette équipe, je voudrais rappeler que vous, Eric, vous avez accompagné les étudiants. Un petit rappel sur la méthodologie de votre travail. Vous les avez fait, dans un premier temps, travailler sur une recherche bibliographique, d'aller chercher concrètement quelles sont les tendances, d'aller sur Internet, d'aller investiguer. Dans un deuxième temps, vous leur avez demandé d'enquêter auprès de professionnels de la santé et de la com pour valider leurs hypothèses. Et puis, en troisième étape, vous les avez drivés pour la réalisation des capsules que nous allons voir au cours de cette table ronde.
Alors la première capsule est consacrée aux tendances de la communication des associations de patients. Elle est le fruit du travail de Pauline Blondeau, qui a un profil communication marketing et qui a suivi un semestre au New York Institute of Technology de l'EFAP. Par ailleurs, il y a Audrey Tobolé, qui a un profil communication et qui a suivi tout son cursus au sein de l'EFAP. Allez, je vous propose tout de suite de regarder les images. La régie, c'est à vous. Les associations de patients, bien qu'elles aient par le passé souvent été reléguées au second plan par les autres parties prenantes, sont aujourd'hui des acteurs clés dans l'écosystème de la santé. Au nombre de 15 000 rien qu'en France métropolitaine, elles ont des rôles multiples dont les principaux sont rompre l'isolement que peut provoquer la maladie et faire connaître, voire reconnaître, les affections mal connues. Elles sont un véritable soutien pour les 20 millions de malades chroniques en France. Les associations de patients s'ouvrent de plus en plus au grand public et deviennent également des partenaires privilégiés de l'industrie pharmaceutique et des professionnels de santé. En outre, elles développent dorénavant leur propre campagne de communication, signée en leur nom, avec différents objectifs derrière. Informer sur la maladie auprès du grand public, dénoncer une prise en charge encore trop peu commune, encourager au dépistage, alerter sur la prévention ou encore rassembler les malades. Les associations de patients ne s'adressent plus uniquement aux patients, mais bien à l'ensemble des Français. Les associations de patients ont adapté leur communication et ont désormais une identité. Toutefois, on peut retenir ces grandes tendances sur les communications des associations de patients en France et en 2020. Des communications qui sont souvent constituées d'un slogan, de quelques mots, suivis d'un texte d'une dizaine de mots maximum. Des visuels avec un fond neutre, accompagnés soit d'une photo, soit d'une image qui représente le plus souvent des malades. Un ton informatif, toujours majoritaire, mais des communications qui cherchent à choquer ou interpeller par le biais de sujets d'actualité ou de mots choisis méticuleusement. Mais également des campagnes qui cherchent surtout à améliorer la prévention, mais aussi le regard des malades sur leur propre maladie. Des associations qui se mettent pas en avant, mais qui signent avec discrétion leur campagne. Alors, on vient de voir cette première capsule. On voit que le focus des étudiants, voilà, il faut un peu choquer, je crois, dans le ton, dans les messages. Peut-être avant de rentrer dans notre premier sujet sur la place du patient, Pierre, je vous propose un tour de table pour vos premières réactions sur cette capsule. Alors, Frédéric Gesque, quelles sont vos réactions sur le sujet ? Alors déjà, merci de cette synthèse assez efficace. C'est vrai que je retrouve assez bien la Ligue contre le cancer dans ce descriptif, notamment le fait qu'on ne s'adresse pas seulement aux patients, mais à des cibles bien plus larges et majoritairement au grand public. Et aussi dans le fait que nos communications ont des objectifs qui sont complémentaires, mais souvent différents, qui vont de la prévention et la promotion des dépistages, en passant par l'accompagnement des personnes malades pour rompre leur isolement, et aussi les plaidoyers, le combat pour les droits des usagers de santé, puis vraiment notre volonté de changer le regard de la société sur le cancer. Je retrouve un petit peu moins la Ligue dans la description du type de communication, qui, si j'ai bien compris, resterait quand même finalement assez simple et discret. Alors c'est vrai qu'on va décliner des campagnes médias de ce type, en télé, radio, presse écrite, un slogan fort, une image incarnée, un descriptif rapide, c'est évidemment nécessaire. Mais en revanche, on développe aussi de plus en plus une communication qui est moins informative et qui est beaucoup plus décalée sur d'autres médias et d'autres supports. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Oui, on va y revenir juste après. Merci Frédéric Gesque. Lucien Benathan, allez, un commentaire sur ce premier regard des étudiants de l'EFAP. On s'y retrouve, nous, pharmaciens. De toute façon, pour nous, le patient est, j'allais dire, essentiel, incontournable, et même, on va dire, un stimulant. Parce que grâce à ce patient, nous sommes passés du sachant un peu éloigné au soignant. On est même aujourd'hui, on considère, nous, en tous les cas, que le patient fait partie de l'équipe de soins. Notre rôle à nous, c'est de participer à l'acceptation de la maladie, à l'adhésion au traitement. C'est aussi, bien sûr, de développer la prévention, la personnalisation de la relation, la personnalisation des soins. Et je veux dire, moi je trouve là, en effet, cette pression
certains l'ont pris comme ça, la naissance, ou en tous les cas du développement de ces associations de patients, comme quelque chose de très favorable pour notre profession et pour les professionnels de santé. Merci Lucien Benathan. Je vais demander maintenant à Bruno Erard, quelle est votre réaction donc, face à ce sujet sur les associations de patients? Oui, avec plaisir. Je trouve que ce petit film nous montre que les associations de patients ont atteint l'âge adulte. Je vais m'expliquer. D'une part, on compte aujourd'hui un rouage essentiel dans le système de santé. Elles sont très présentes et d'ailleurs souvent elles ont leur consultation à un caractère obligatoire, que ce soit à l'agence du médicament, que ce soit à l'Haute Autorité de Santé. Et puis surtout, je vais plaider un peu contre ma paroisse, elles ont pris leur indépendance. Pendant longtemps, les associations de patients n'avaient pas le crédit qu'elles méritaient parce qu'on les sur les liens forts qu'elles avaient avec l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, il y a des règles qui ont été prises, qui sont des règles de transparence. Et aujourd'hui, les associations de patients ne tirent plus leur financement uniquement des acteurs du médicament. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ces associations, et on l'a vu dans ce que Diante nous ont montré, ont aujourd'hui une force de frappe très importante. Je pense par exemple à la journée maladie rare d'il y a 2 semaines maintenant, dimanche il y a 10 jours, où on voit bien que les associations de patients, les associations d'usagers du système de santé, comme on dit également, peuvent influencer de manière extrêmement forte. Je pense qui est présente à cette table ronde, aux maladies infectieuses, ainsi de suite. Et je trouve que c'est vraiment un plus, parce qu'il ne faut pas oublier que la mission de nous tous autour de cette table ronde, c'est évidemment d'abord de servir in fine le patient. Merci Bruno. Je vais me tourner vers Muriel. Muriel, votre réaction également face à cette capsule sur les associations de patients? Merci Pierre pour l'opportunité de prendre la parole sur ce sujet. En fait, moi, je voudrais l'ouvrir un peu plus et aller au-delà du sujet de l'association de patients, mais plutôt du rôle du patient, voire du rôle du consommateur quand on pense au grand public qui va acheter en fait un produit agroalimentaire ou cosmétique. En fait, on voit clairement une orientation du patient comme étant un prescripteur pour ses pairs. À savoir, en fait, il a un comportement de consommateur. Il est capable de donner son avis sur les réseaux sociaux, sur un médicament, sur une prise en charge. Et on sait, en fait, la confiance que vont pouvoir avoir les autres patients qui ont le même type de maladie dans la façon où le patient aura pu poser la problématique ou transmettre son avis ou sa décision par rapport ou son éclairage par rapport à ce traitement. Et le deuxième phénomène que je vois, c'est aussi, en fait, le patient souhaite jouer un rôle dans sa prise en charge et dans la décision thérapeutique. Donc, il faut jouer sur l'ensemble de cette composante et le patient qui aura un rôle plus actif sera sans doute aussi un patient dont le traitement sera sans doute plus efficace. Donc, il y a une notion d'écoute et de mettre en place un certain nombre de dispositifs et de moyens de communication qui soient adaptés en fonction de ces deux aspects, cette tendance à la prescription vis-à-vis de leur pairs et le deuxième volet étant plus la prise de décision par rapport à son traitement. Merci Muriel. Alors, on voit que derrière vos propos, on voit apparaître toutes les notions du patient expert. On en a parlé depuis quelques années. On en parle régulièrement d'ailleurs au Festival de la communication santé. On voit que la communication évolue, la place du patient également. On a vu naître dans les années 2000 la notion du patient-centric, le patient au centre de toutes nos actions. D'ailleurs, on pourrait se poser une question, est-ce qu'en communication, cette place du patient, est-ce que c'est une tendance de le mettre là aussi, lui, au cœur de la communication? Frédéric Gesque, justement, le patient au cœur de la communication santé, cette fameuse notion de patient-centrique, au sein de la Ligue, comment ça se passe? Comment vous communiquez? Est-ce que d'ailleurs vous avez des interactions directement avec les patients, Frédéric? Alors, comme je l'évoquais, c'est vrai que la Ligue est présente sur tous les fronts de la lutte contre le cancer, donc pas seulement dans l'accompagnement des patients. Donc, c'est vrai qu'on communique vers de nombreuses cibles et vers l'ensemble, auprès de l'ensemble du grand public pour porter nos messages. Et aussi, il faut aussi le préciser, pour collecter
les ressources, les dons, les legs qui vont nous permettre d'agir puisqu'on dépend à 100% de la générosité du public à la Ligue contre le cancer. Et on a également cette stratégie d'influence qui est essentielle pour défendre les droits des patients, des usagers de santé, que ce soit via nos plaidoyers ou via la présence médiatique très forte, vous le savez, de notre président, le professeur Axel Kahn. Donc c'est vrai que notre communication, elle est très importante à la Ligue parce qu'elle transforme la solidarité, la compassion du public en énergie et en moyens pour mener nos combats. Et ça nous permet effectivement d'amplifier nos conseils de santé, d'alerter les médias, de donner du volume à nos plaidoyers et donc effectivement de mieux communiquer aussi avec les patients. Il faut savoir que depuis 2020, on a eu un enjeu stratégique assez énorme, puisqu'il a fallu que le cancer, empêcher que le cancer ne disparaisse complètement du paysage sanitaire français, que le cancer puisse rester un enjeu public majeur dans un contexte où évidemment la générosité s'orientait différemment. Donc le patient, oui, bien sûr, il est au cœur de notre communication, donc sur tout le volet, je dirais, d'accompagnement des personnes malades et de défense de leurs droits. Et sur ce sujet-là, je dirais qu'on a quand même des nouvelles tendances très fortes, évidemment, qui émergeaient, qui sont accélérées dans le contexte de la crise sanitaire, parce qu'il a bien fallu se réinventer, puisque les opportunités de communication traditionnelle avec les patients, elles étaient très souvent ancrées dans les territoires, dans de la communication présentielle et événementielle. Et toutes ces actions terrain, elles ont tout simplement été stoppées par la Covid et les confinements, et ça fait 1 an que ça dure. Donc on a mis en place une communication patient digitalisée, finalement beaucoup plus riche, que ce soit via l'usage des réseaux sociaux pour transmettre nos messages et échanger, via l'ajout de rubriques nouvelles dans nos sites internet, témoignages patients vidéo, podcasts, nouveaux forums, FAQ dédiés aux personnes inquiètes par rapport à la Covid, la mise en place également de l'accompagnement des patients à distance via des conférences vidéo ou des soins de support en format distanciel par exemple, et on a pu aussi s'ouvrir à des cibles beaucoup plus jeunes via des réseaux comme TikTok ou Instagram pour n'en citer que quelques-uns. Merci Frédéric. Je vais me tourner vers Lucien Benathan. Alors vous, les patients, vous les voyez encore dans les officines. Dans la communication des officines et des laboratoires avec lesquels vous travaillez, quelle est la place du patient? Comment a-t-elle évolué? Qu'est-ce que vous constatez? Écoutez, nous, il a fallu nous adapter. Je veux dire, le point de vente officinal a énormément changé. Je pense que vous vous êtes tous rendus compte que aujourd'hui, peut-être sous l'influence des enseignes, mais aussi sous l'influence de la relation avec les patients qui a beaucoup changé, nos points de vente eux-mêmes ont changé. On a vu apparaître des marques de pharmacie, on a vu apparaître la digitalisation, on a vu apparaître de nouvelles organisations même de la pharmacie avec, dans certaines pharmacies ou dans nos réseaux par exemple, la mise en place de corners, de moments de vie. Et puis, la loi HPST a fait beaucoup aussi pour prendre conscience aux pharmaciens qu'il fallait maintenant communiquer totalement différemment avec les patients ou consommateurs. Alors, Lucien, juste, vitrines, vous pouvez revenir sur les initiales, hôpital, santé, territoire. HPST, oui, la loi hôpital, patient, santé, territoire. Donc, cette loi qui tournait autour du rôle des professionnels de santé et puis, j'allais dire, l'interprofessionnalité qui devait se mettre en place pour mieux prendre en charge les patients. C'est ainsi qu'un certain nombre de missions ont été confiées aux pharmaciens et notamment on a vu naître les entretiens pharmaceutiques. Nous avons appelé ça des véritables programmes Oser la santé, c'est mieux pour la vie, avec des programmes mis à la disposition de nos patients pour la prise en charge de toutes les maladies chroniques. On a été même un peu plus loin puisqu'on a introduit aux côtés du pharmacien la présence d'une diététicienne qui accompagne ces patients chroniques dans le cadre de leur maladie. Et puis, développer, on a vu dans nos pharmacies le développement de cabinets pharmaceutiques, appelons ça des bureaux du pharmacien qui sont maintenant destinés aux entretiens, et ainsi pouvoir développer, j'allais dire, le dialogue face-to-face avec les patients. Donc là, on a vu nos officines changer, on a vu l'organisation de l'officine changer,
Et on a vu et on voit aujourd'hui les équipes officinales changer complètement, puisqu'elles ne sont plus là dans le cadre de la vente ou la dispensation d'un produit. Elles sont là pour proposer des services. Et nous, durant la crise, on a entretenu la relation, parce que on dit bien sûr, les patients continuaient de venir en officine, mais malgré tout, la fréquentation diminuait de 20 à 25%. Et on a entretenu les relations avec les patients chroniques au travers du télésoin, de la télémédecine, mais du télésoin mis en place avec les pharmaciens. Voilà. Très bien. Merci Lucien Benathan. Muriel Dessay, vous avez, Muriel, vous, une vision aussi internationale. Alors, une question toute simple, est-ce que le patient a la même place dans tous les pays ? Alors, Eric, pour répondre à cette question, peut-être déjà, chez Air Liquide, on a la chance de pouvoir accompagner les patients chroniques à leur domicile. Donc, on a une forme de proximité avec eux. On les côtoie dans leur quotidien. Au total, c'est plus de 1,8 million de patients dans le monde que l'on suit dans plus de 35 pays. Si je reviens bien à votre question sur est-ce qu'il a la place et on coordonne en fait l'ensemble du parcours de soins de la même façon, je dirais si on pense à la pathologie, si on pense à l'évolution de la maladie et au protocole thérapeutique, évidemment ce sont les mêmes dans n'importe quel pays. Par contre, le mode opératoire pour pouvoir l'accompagner, c'est-à-dire dans le cadre de sa prise en charge, une fois le diagnostic posé, le patient, par exemple brésilien apnéique, va souhaiter avoir des conseils plutôt sur des réseaux sociaux type Instagram. Si on prend le patient argentin, ça sera plutôt sur Facebook. Et enfin, la patiente diabétique qui va devoir venir chercher sa pompe à insuline à Hong Kong, elle va d'abord aller consulter sur Facebook les différents types de boutiques où elle aura la possibilité d'avoir cette pompe avant de venir voir nos équipes dans ces fameuses boutiques pour délivrer le traitement. Donc vous voyez, on s'adapte avec les modalités opératoires, mais aussi en fonction des coutumes et des usages de chaque pays. Merci Muriel. Alors là, on est de plein pied dans la notion du glocal, une vision globale de ce fameux parcours de soins qui est dupliqué après au niveau planétaire, mais qui est adapté à chaque fois. Et c'est là où le digital, à vous écouter, permet justement une relation très one-to-one, très directe avec chacun des patients et aussi en prenant en compte des habitudes locales de chacun. Pierre, au sein du MBA, le patient, quelle place il a ? Et quand on vient d'entendre tous ces témoignages, on se rend bien compte que effectivement le patient doit avoir sa place dans le programme du MBA Communication Santé. Et parmi la quarantaine d'intervenants, effectivement, on a une intervenante qui est patient expert et qui apporte son expérience sur la démocratie sanitaire, les associations de patients, la relation patient-soignant et puis le rôle de partenaire indispensable des patients, comme l'a dit aussi Bruno tout à l'heure, à tout développement de projets de santé. Et puis nous travaillons également avec une association qui bénéficiera d'une reco pour un plan de communication dans la recherche de fonds et la sensibilisation de patients. D'accord. Donc un MBA très engagé là aussi dans les actions pour aller chercher des fonds et faire du crowdfunding en fait quelque part par rapport à une action de communication. Pierre, on voit qu'il y a des relations entre les associations de patients et l'ensemble des parties prenantes, notamment avec les laboratoires. Peut-être une dernière question, Pierre, pour Bruno Erard. Alors oui, une dernière question, Bruno. Dans la relation entre les labos et les associations de patients, quelle communication aujourd'hui mettre en œuvre ? C'est une question large, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme relation et communication ? Alors, après vous avoir dit que j'estimais tout à l'heure que les associations de patients, à l'âge de la maturité, si j'ose m'exprimer ainsi, je pense qu'il est important pour l'industrie pharmaceutique de renouer une relation de confiance avec ces associations. Parce que, comme ça a été dit par les autres intervenants, nous avons vraiment besoin d'elles, car n'oublions jamais, ce sont les patients qui donnent du sens à notre travail, et ceci au quotidien. Et ces associations de patients qui nous permettent de trouver le ton juste pour parler des pathologies sur lesquelles nous communiquons. Alors, en tant que laboratoire pharmaceutique, on a la chance, chez BI comme dans la plupart des autres industriels, de posséder à la fois l'expertise médicale et la compétence scientifique.
Mais on a toujours besoin, et je pense que c'est très important, de croiser cette expertise avec l'expérience en vie réelle des patients. Sinon, si on croise pas ces regards, toutes les actions de communication que nous pourrions mener seraient nécessairement déconnectées de la réalité des patients. Et pour moi, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc, je dirais une communication de proximité et une nécessaire posture d'écoute face à ceux qui font l'expérience de la maladie. Merci Bruno. Frédéric Geesque, peut-être un commentaire. D'ailleurs, est-ce que vous avez des échanges, Frédéric, au sein de la Ligue avec les laboratoires et les associations de patients directement? Comment ça se passe, Frédéric? Alors, la Ligue contre le cancer a assez peu d'actions, je dirais, spécifiques de communication commune avec l'industrie pharmaceutique, même si évidemment on a des projets qui existent, tant avec la Ligue nationale que dans certains territoires avec nos comités départementaux, notamment sur des sujets de prévention, de dépistage. C'est vrai que l'indépendance financière, éthique, à laquelle Bruno avait fait référence tout à l'heure, elle est essentielle pour mener nos combats, on y tient. Je pense que pour être partenaire, il faut que cela ait du sens, que ça produise un impact positif majeur. Comme l'a dit Bruno, il faut qu'il y ait une relation de confiance et qu'on puisse aussi, nous, en tant qu'association, mettre à disposition du partenaire une forte expertise du sujet et que les actions qu'on met en place soient vraiment toujours mises en place dans l'intérêt supérieur des personnes malades. Par exemple, à la Ligue, il y a de nombreuses années déjà, on a, avec Sanofi, mis en place ce qu'on a appelé les ERI, qui sont des lieux d'accueil pour les personnes malades au sein des établissements de santé. C'était vraiment une idée formidable. Autre exemple majeur de collaboration que nous avons, qui est peut-être moins sur le champ de la communication, mais qui en tout cas est sur le champ de l'action au service des personnes malades, on a mis en place ce qu'on a appelé le comité de patients pour la recherche clinique à la Ligue. C'est un dispositif de relecture des protocoles et des notices des promoteurs d'essais cliniques par des patients bénévoles de la Ligue. On a donc une centaine de patients qui interviennent comme ça chaque année dans ces relectures pour que ces documents majeurs soient clairs, soient compréhensibles pour les personnes malades qui vont y être confrontées. Voilà. Et pour ce qui est des associations de patients, moi j'avais envie de dire que je pense qu'il faut qu'on intègre effectivement de plus en plus la voix des patients aux enjeux de la santé. On a vraiment besoin que les causes de la santé publique soient incarnées et que nos actions puissent répondre vraiment aux besoins des personnes malades. Et pour cela, c'est vrai qu'on diffuse la parole de plus en plus de témoins de la maladie. On cherche à avoir de la diversité dans les prises de parole, tout en restant aussi très vigilant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être patient, c'est pas non plus être professionnel de santé. Devenir expert, ça nécessite d'être solide, ça nécessite d'être formé. Il faut développer aussi une capacité à prendre de la hauteur par rapport à son expérience de patient, à son parcours de soins. Et je pense que justement, il est important en termes de communication que cette voix des patients, eh bien pour l'obtenir, on ne bypasse pas quelque part ces corps intermédiaires que sont justement les associations de patients, parce qu'elles regroupent les expériences et les parcours des personnes malades et elles vont porter une voix qui est organisée, qui est réfléchie, qui est validée. Par exemple, à la Ligue, on réalise toutes nos brochures à destination des patients avec des associations de patients en fait qui sont spécialisées sur les types de cancers concernés. De la même manière, on a développé une expérimentation qui s'appelle Patients Ressources et en fait, on forme et on accompagne sur la durée des patients qui vont ensuite intervenir soit auprès des professionnels, enfin des étudiants, futurs professionnels de santé, soit directement auprès de personnes malades dans les établissements. Mais c'est vrai que l'expérience nous a vraiment montré que ça nécessitait une approche très structurée et un accompagnement de proximité pour ces patients, pour qu'ils soient en capacité vraiment de prendre cette hauteur par rapport à leur parcours personnel. Merci Frédéric. Alors Muriel, dans le domaine du service de santé chez Air Liquide, pareil, quelle est la relation avec le patient? Comment vous entrez en contact avec les patients? Comment ça se passe? En fait, nous avons la chance, grâce à nos techniciens, aux infirmières, d'aller au domicile du patient à travers cette prestation qui honore en fait la mise à disposition d'équipements médicaux qui vont permettre de pouvoir traiter le patient chronique. Et donc, on partage une partie de leur intimité, en fait. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Et comme on les connaît de façon très personnelle, en fait, c'est plutôt la façon dont on va interagir autour de cette relation un peu particulière au domicile. On va devoir démultiplier les dispositifs de communication et de mise en relation. Je vous donne un exemple.
Un patient actif diabétique va plutôt préférer prendre un rendez-vous avec notre technicien ou infirmière sur un site internet où il va pouvoir choisir son rendez-vous. Et ensuite, il va se rendre dans un de nos points de rencontre pour pouvoir rencontrer le technicien. Par contre, un patient âgé diabétique qui a plus de 75 ans, par exemple, va préférer recevoir un courrier pour confirmer son rendez-vous, avoir un appel en fait pour lui confirmer 48 heures avant son rendez-vous que c'est bien confirmé, et enfin l'infirmière va venir à son domicile. Donc vous voyez en fait les modes opératoires là encore vont être différents en fonction du profil du patient. Donc ça aussi, il faut arriver à catégoriser, si je puis dire, en fonction des contraintes logistiques, professionnelles et personnelles des patients, d'où la multiplication des différents dispositifs de communication, que ce soit des call centers, des sites internet, l'intranet, mais aussi des contacts via les réseaux sociaux et bien sûr le présentiel de nos techniciens et de nos infirmières. Muriel, donc on voit que là vous êtes très proche des patients, parce que vous êtes en contact direct, on est dans une relation affinitaire, une communication affinitaire avec les supports que le patient souhaite lui mettre en œuvre. Juste pour revenir sur les associations de patients, est-ce que vous travaillez aussi, comme l'a précisé Frédéric? Est-ce que vous avez des relations avec eux? Comment ça se passe sur ce point-là? Alors tout à fait, en fait, on est relativement proche d'un certain nombre d'associations de patients dans les domaines ou les aires thérapeutiques dans lesquelles nous intervenons, à savoir nos différentes filiales dans le monde travaillent avec les associations nationales sur certaines pathologies, notamment le diabète, mais aussi Parkinson, pour essayer en fait de développer des outils ou des services qui vont mieux correspondre aux besoins du patient et notamment dans un enjeu d'efficacité thérapeutique. Donc de façon à couvrir en fait la façon dont le patient souhaiterait être le mieux accompagné dans sa prise en charge au quotidien. Donc oui, nous avons aussi des partenariats avec un certain nombre d'associations, que ce soit au niveau européen ou local, dans différents pays. Très bien. Merci Muriel. Lucien Bennatan, dans le cadre de votre groupement, quels liens avez-vous tissé et avez-vous tissé des liens avec des associations de patients? Comment ça se passe au sein d'un groupement? Alors, au sein d'un groupement comme le nôtre, oui, on va dire deux voies, soit en direct, soit en passant, j'allais dire, par un laboratoire. Donc, dans le cadre de l'asthme, par exemple, on a travaillé avec Teva et l'association de patients. Dans le cadre du diabète, c'était en direct. Nous avons longtemps soutenu, par exemple, l'association Vaincre la mucoviscidose. Nous avons travaillé avec les familles rurales, l'association des familles rurales, et à chaque fois, c'était dans un but bien précis. Par exemple, on a réussi, avec certaines associations, grâce à l'apport de ces associations, à mettre au point un référentiel qualité dans l'exercice professionnel de nos pharmaciens. On a pu, avec d'autres, pouvoir établir des entretiens pharmaceutiques de manière à ce que le pharmacien sache répondre aux besoins de ses patients. Et puis, on a aussi réussi à anticiper certains besoins. Tout ça grâce aux relations qu'on a pu entretenir avec ces associations. En fait, ce que nous avons besoin, c'est de leur expertise, mais aussi, quelque part, que ces associations soient présentes à nos côtés pour stimuler le rôle du groupement et le rôle du pharmacien dans le système de santé. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui que nous travaillions pharmaciens, associations de patients, réseau de pharmaciens, associations de patients, avec les laboratoires. Je trouve que bien souvent on est un petit peu isolé dans cette relation, pour essayer de mettre au point ensemble les outils nécessaires au professionnel de santé qu'est le pharmacien, le premier recours aujourd'hui, pour une prise en charge personnalisée dans le cadre des maladies chroniques. Merci Lucien. Je vous propose maintenant de rentrer dans la deuxième partie de cette matinale, donc avec un focus des étudiants sur, ici, le regard sur la santé animale. Pierre. Voilà, alors on va aborder la santé animale avec Juliette Messin, qui a un bachelor en business management et qui a effectué un stage dans le domaine digital.
et avec Eugénie Loriotti, qui a une expérience communication, journalisme, avec un master communication et marketing de luxe. Donc ça vous montre aussi la diversité des cursus de nos étudiants. Allez, on les écoute. On regarde les images. Quand on parle de santé animale, il y a 3 grands niveaux, les animaux de compagnie, de rente et sauvages. La santé animale s'exprime tout aussi bien à travers les médicaments et les soins qu'à travers la diététique ou encore l'hygiène. La santé animale représente un enjeu éthique, sanitaire mais aussi économique. En effet, de nombreuses maladies sont zoonotiques, c'est-à-dire pouvant se transmettre naturellement des animaux à l'homme et vice-versa. D'après l'OMS, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Durant l'année 2020, les agences, laboratoires et annonceurs n'ont pas suivi de tendance particulière en communication. En revanche, on observe un essor du bien-être animal. Globalement, le ton privilégié dans les campagnes est tourné vers l'affectif avec une place forte pour l'esthétique mettant en avant les animaux. On retrouve également une communication plus technique spécifique aux produits. La partie visuelle prend une part majeure en communication avec une grande mise en avant par rapport au texte. Parlons maintenant de la marque. Cette dernière occupe une place primordiale. Parmi ses enjeux majeurs, garder une cohérence graphique entre la communication produit et la communication institutionnelle et développer des territoires de marque distincts permettant de personnaliser la communication produit B2B. Les supports privilégiés pour communiquer auprès des professionnels de santé sont les médias et la presse spécialisée, ainsi que la publicité sur le lieu de vente. Du côté du grand public, les réseaux sociaux, la publicité sur le lieu de vente ainsi que le display prennent le lead. Si on devait résumer la communication en santé animale, voici les 4 mots-clés à retenir. Protéger, prendre soin, sensibiliser et s'engager. Bon, alors, on va tout de suite se tourner vers Bruno Erard pour ce sujet santé animale. Bruno, vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, il y a de grandes passerelles entre la santé humaine et la santé animale. Et au cœur de l'actualité. Alors, on a vraiment envie de savoir aujourd'hui votre regard sur ces 2 univers que l'on peut regrouper sous le concept One Health. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Avec plaisir. Et justement, ça me permettra de faire un petit commentaire sur la capsule vidéo de Juliette et d'Eugénie. Quand elles disent, je les reprendrai gentiment, qu'il n'y a pas de tendance en 2020, je crois qu'il y a une tendance et encore plus un enjeu absolument énorme, qui est justement celui de ces ponts à construire entre la santé humaine et la santé animale. On voit bien la crise du Covid, c'est une zoonose, ça a été bien expliqué dans le petit film, donc une maladie, un virus qui est venu de l'animal. Et si on se reporte 1 an avant, si on avait fait cette émission, je pense que si j'avais pris par exemple de Loïc Dombreval qui a écrit hier à Olivier Véran, au ministre de la Santé, pour suggérer que les vétérinaires puissent procéder à des actes de vaccination sur des êtres humains, vous auriez tous trouvé cette idée absolument saugrenue autour de la table. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé hier. Il y a un député du bien-être animal qui s'appelle Loïc Dombreval, qui est vétérinaire, qui est député de Nice, et Olivier Véran, pour suggérer, comme c'est fait dans d'autres pays, je pense à l'Argentine, je pense au Chili, je pense au Canada ou à certains États des États-Unis, dans lesquels les vétérinaires prêtaient main forte aux professionnels de santé. Et donc, à travers cet exemple, je voudrais vous montrer qu'il y a vraiment le besoin de construire des ponts entre les 2 santés, entre la santé humaine et la santé animale. Et d'une certaine manière, toute l'année dernière, l'année 2020 et la pandémie a mis en lumière, avec malheureusement beaucoup de si j'ose dire, ce besoin. Et on progresse très lentement. Rappelez-vous, il y a 1 an, il a fallu attendre à la fin du printemps pour que les laboratoires vétérinaires puissent faire des tests. Peu de temps perdu si on avait autorisé dès le départ de la pandémie, et les vétérinaires le revendiquaient dès le départ, la possibilité pour eux de tester la population. De la même manière, 1 an avant qu'un vétérinaire rejoigne le conseil scientifique, ce qui était quand même dans la nature des choses. Quand on prend le sujet tel qu'il est survenu en Chine en février dernier, on voyait très bien que l'aspect vétérinaire était essentiel. Donc voilà des exemples qui vous montrent que si je prends j'ai cette chance d'avoir rejoint un laboratoire qui est sur ces deux piliers, il y a encore un fort cloisonnement entre les 2 santés. Mais les choses bougent
Et les choses bougent positivement du fait de la crise et du fait aussi d'une certaine prise de conscience. Le président de la République, par exemple, il y a un mois, a réuni tous les acteurs pharmaceutiques, aussi bien en santé humaine qu'en santé vétérinaire, pour voir dans quelle mesure les laboratoires pouvaient contribuer à des étapes de fabrication sur la Covid-19. Et donc, nous, chez Boehringer Ingelheim, où nous avons une forte empreinte vétérinaire en France, nous sommes en train de réfléchir à l'adaptation de nos lignes de production pour faire du fill and finish, par exemple, pour des vaccins contre la Covid-19. Et je fais un petit clin d'œil à Axel Kahn, le président de la Ligue, qui dans une émission lundi matin sur France Culture, a déploré le fait que Merial, donc la branche vétérinaire de Sanofi, ait été rachetée par un groupe allemand, il y a maintenant 4 ans. Et en gros, que les bijoux de famille soient partis en Allemagne. C'est exactement le contraire qui s'est produit, cher Frédéric, et j'espère que vous relayerez ce message. Non seulement Boehringer n'a pas quitté la France, mais on a continué à y investir, et en particulier dans la production de vaccins biologiques. Et donc, cette production de vaccins biologiques en région lyonnaise nous permettrait éventuellement de pouvoir contribuer à la fabrication de vaccins contre la Covid-19. Donc, vous voyez, avec cette illustration un peu clin d'œil à Axel Kahn, je veux vraiment montrer que je pense qu'aujourd'hui, on est en train de tourner une page et que le triptyque santé humaine, santé animale et santé environnementale, ne l'oublions pas, est essentiel dans l'approche que nous devons tous avoir sur les enjeux sanitaires. Merci Bruno. Alors, vous l'avez souligné, la tendance 2020, c'était justement cette compréhension des deux mondes, santé humaine, qui est liée évidemment à la santé animale et vice-versa. Donc c'est noté, on pourra le dire aux étudiants de corriger la capsule, leur focus. Alors on sait, dans chaque univers de communication, il y a des spécificités. Forcément, on ne communique pas partout tout à fait de la même façon, que ce soit sur les visuels, sur les mots, sur les outils utilisés. Bruno, je vais rester avec vous. Et justement, Bruno Erard, quand on est dans le monde de la santé animale, est-ce qu'il y a des spécificités à garder en tête en permanence? Et si oui, quelles sont-elles? Oui, alors pour vous répondre, je vais m'appuyer sur l'activité de Boehringer Ingelheim. Donc déjà, dans l'approche des professionnels de santé animale, on est généralement sur un modèle B2B ou B2B2C, ce qui est une différence importante par rapport à la communication qui existe en matière de santé humaine. Donc, il s'agit pour nous, en santé vétérinaire, d'appliquer les bons messages au bon moment à nos différents interlocuteurs qui sont très nombreux et très différents. Et ça a été très bien montré dans la capsule vidéo. Donc, auprès des vétérinaires, là, il y a à peu près 20 000 vétérinaires en France aujourd'hui, et on le fait en particulier lors de grands congrès annuels. Il y a beaucoup de rassemblements, comme cela existe aussi pour les semaines, mais aussi auprès de la presse, auprès des étudiants des écoles vétérinaires, c'est un élément important. Auprès également des propriétaires d'animaux de compagnie, Boehringer Ingelheim est leader sur ces segments de propriétaires de chiens, propriétaires de chats, et puis également les éleveurs. N'oublions pas que la vaccination des ruminants, par exemple, est un élément clé. De la même manière, on a vu les dégâts de la grippe aviaire en France au début de cette année. Donc, on ne vaccine pas les canards aujourd'hui. On préfère maîtriser sanitairement la situation. Mais sachez que sur ces segments, il est important de pouvoir communiquer auprès des éleveurs. Et donc, tout ça, naturellement, on le fait comme on le fait en santé humaine, les contraintes réglementaires, qui ne sont pas les mêmes. Il faut le noter, même si je dirais qu'il y a une tendance à l'harmonisation des règles en matière de commentaires quand on communique auprès des professionnels de santé vétérinaire. Mais il est vrai qu'on a, je dirais, pour résumer les choses, une marge un peu plus large auprès de ce public et en particulier auprès des éleveurs et des propriétaires d'animaux de compagnie. Et sur le mode opératoire de la communication en santé vétérinaire, même qu'en santé humaine ou sur les éléments du dispositif médicaux qu'a développé Muriel. Donc, on a une stratégie clairement multicanale, voire omnicanale, réseaux sociaux, c'est un aspect important. On mentionnait Facebook tout à l'heure. Facebook est un réseau social clé, en particulier pour les propriétaires d'animaux. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. On le voit tous les jours à travers nos comptes. Dans la presse spécialisée,
qui est importante aussi dans le secteur vétérinaire. Il y a des plateformes internes, chez Boehringer Ingelheim, une plateforme interne qui nous permet d'interagir avec les professionnels de santé, donc les vétérinaires, qui s'appelle BI Connect. Elle a été lancée en 2018 après le rachat de Merial. Sur le terrain, encore une fois, il y a beaucoup de rencontres. On sait très bien la force de l'agriculture en France et donc l'élevage. Alors certes, l'année dernière n'a pas été une année très faste en termes de rencontres physiques. Le sommet de l'élevage, par exemple, qui est un très grand sommet qui a lieu à Clermont-Ferrand tous les ans, n'a pas eu lieu. Et on espère que cette année, on aura d'autres opportunités pour pouvoir retrouver le contact avec nos clients. Et puis enfin, avec des supports de presse, on a un titre en interne qui s'appelle Homme, qui est un journal d'entreprise destiné aux 20 000 vétérinaires. Et puis enfin, pour terminer, j'oublie pas le rôle central de nos délégués. Comme en santé humaine, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer dans la promotion sur des délégués vétérinaires qui font donc cette communication B2B aux prescripteurs. Et donc sur le terrain chaque jour où, compte tenu des contraintes sanitaires aujourd'hui, de manière distancielle. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur le mode opératoire qui est le nôtre et la manière que nous avons de communiquer en santé vétérinaire. Omnicanalité, vous l'avez dit, Bruno. Pierre. Merci Bruno. Alors je vais me tourner vers Lucien Benathan. Les pharmacies délivrent également des produits vétérinaires, des produits de santé animale. Alors, qu'est-ce que vous avez observé comme évolution, tendance dans cette communication? Comment vous relayez ce que vient de dire également Bruno? Et Lucien, en complément de cette question, d'une façon générale, quelles sont les spécificités d'une communication, de la communication des officines ou des spécificités de la communication, les spécificités de la communication de votre groupement, Lucien Benathan? Ben, écoutez, merci. Je vais essayer de répondre aux deux questions. Première question concernant le vétérinaire, évidemment. On sent cette évolution. Nous, au niveau du groupement, on a commencé à sensibiliser nos pharmaciens il y a à peu près 2 ans, justement en rencontrant un vétérinaire qui nous a sensibilisé sur le fait que les pharmaciens n'étaient pas assez moteurs et qu'il fallait peut-être s'inquiéter du sujet. Mais moi, je vais le dire très, très, très clairement, aujourd'hui, la communication, elle est essentiellement B2B, elle est absolument pas dans le B2C. Et mes confrères, sauf en région rurale, s'impliquent peu dans la communication, ou en tous les cas dans la communication et la relation au niveau santé animale. Je pense que là, on a d'énormes progrès à faire et on aura certainement besoin de soutien. Concernant la communication officinale, je commencerai par vous rappeler que on n'a pas vraiment le droit de communiquer. Communiquer, oui, mais sans solliciter. Donc ça, c'est la première chose. Communiquer avec tact et mesure. C'est le deuxième point. Et puis, il y a aussi une hétérogénéité des possibilités pour les pharmaciens, puisque selon les ordres régionaux, on a des réactions plus ou moins vives à tout ce qui touche au digital. Donc, il y a véritable problème. Je sais que le code de déontologie est en train d'évoluer. En tous les cas, on a proposé une évolution de ce code de déontologie, mais la crise a fait cesser toute prise de décision dans ce domaine, ce qui est un petit peu gênant. Ceci étant dit, pour notre groupement, nous, on a fait le choix de promotionner la pharmacie service, le pharmacien acteur de santé pivot du parcours de soins, du parcours de santé. Et nous avons décidé de toutes les façons d'utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition. Les vitrines, les écrans LCD, les écrans LED, les magazines, mais aussi on a créé notre propre radio enseigne, les livrets, le magazine, je l'ai dit, les réseaux sociaux, l'omnicanalité, évidemment, nous sommes site internet, les applications patients. Et puis, il nous est arrivé de mener quelques campagnes quelque peu disruptives pour mettre en avant le rôle du pharmacien. Voilà, pour l'instant, on est très générique, si je puis dire, sur la mise en avant de notre métier, de notre profession. Merci Lucien Benathan. D'ailleurs, on se rappelle de campagne où vous étiez vous-même engagé dans
le discours de ce pharmacien militant. J'ai presque dire, en fait, on pourrait parler aujourd'hui du pharmacien influenceur en fait, de santé. On pourra y revenir juste après. Donc merci Lucien. Frédéric Gesque, on parle de spécificité. Justement, au sein de la Ligue, quand on parle de communication, est-ce qu'il y a des spécificités à ne surtout pas oublier ? Alors déjà, je dirais qu'on porte la volonté vraiment d'une communication qui soit authentique, qui soit engagée, qui soit militante, parfois décalée, en tout cas anti-tabou. C'est vrai que le cancer, malheureusement, c'est encore un tabou dans notre société et on aborde à la Ligue des sujets parfois difficiles, la maladie, le parcours de soins, les effets des traitements, et donc on a vraiment besoin de changer le regard que porte la société sur le cancer. On travaille donc souvent à dédramatiser, je dirais, certains sujets. On essaye de changer les codes pour nous faire entendre, quitte à décaler un peu les messages. Par exemple, en ce moment, c'est Mars Bleu, c'est le mois de prévention des cancers colorectaux. Eh bien, notre campagne est basée sur des hashtags Parlons fesses, Bougez vos fesses. Voilà un exemple un petit peu de décalage de messages. Autre spécificité, mais qui est une tendance globale qu'on a déjà évoquée, évidemment, c'est la progression du digital. Aujourd'hui, il n'y a aucune action de communication à la Ligue qui ne comporte pas un volet digital, réseaux sociaux qui est majeur. J'ai envie de parler aussi de la construction de communication partenariale, parce que c'est important pour nous aussi que l'image de la Ligue contre le cancer soit vraiment une image de proximité avec le public. Pour donner un seul exemple, par exemple, on est partenaire de France 2023, qui est la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France en 2023. La Ligue contre le cancer est la seule grande ONG qui est engagée à leur côté et on y porte l'importance du sport santé, la prévention des facteurs de risque de cancer par plein d'actions communes et notamment des actions de communication avec France 23. Une autre spécificité peut-être de notre communication, je dirais, c'est l'exigence qu'on a à incarner humainement notre combat. On fait appel beaucoup à des ambassadeurs dont la visibilité va donner de la force à la lutte. Un exemple évident, c'est Nagui, qui est un ambassadeur de la Ligue depuis de nombreuses années. Et on fait appel de plus en plus à des influenceurs, à des personnalités appréciées du grand public qui vont donner de leur image, de leur temps pour porter nos messages. Alors j'ai un exemple d'actualité, j'aime bien illustrer un petit peu les choses. Par exemple, en ce moment, on a Fabrice et Briac. Si vous êtes fan de l'émission Pékin Express, vous les connaissez. Ils viennent de se lancer un défi au profit de la Ligue contre le cancer. Là, pendant 6 mois, ils vont parcourir la France. Ils vont faire 10 000 kilomètres pour nous aider. Donc, ils sont partis le 8 mars. Donc, ils ont fait un site qui s'appelle Globe Dreamers. Et donc, il va aussi récolter des dons au profit de la Ligue contre le cancer. Et donc, nous, on va les accompagner en caisse de résonance, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà des exemples d'ambassadeurs qui sont très importants, en fait, pour porter notre image et nos actions. Merci Frédéric. Alors, Eric, on parlait de spécificité. Vous avez votre agence en communication santé et il y a une des spécificités de la communication santé, c'est le réglementaire. Comment vous l'intégrez ? Le réglementaire, oui. Alors effectivement, dans une agence de communication santé, que ce soit chez Bayer Agency ou comme dans toutes les agences, c'est incontournable. On a le réglementaire qui est souvent aussi très local. On a aussi une dimension quasiment, je me tourne vers vous Muriel, ou je pourrais me tourner vers Bruno. On parle aussi de compliance, les règles internes de certaines entreprises de santé qui peuvent être, dans certains cas d'ailleurs, plus strictes que la réglementation locale en mesure dans chacun des pays. Donc en tout cas, j'ai souvent tendance à dire, heureusement d'ailleurs qu'il y a un cadrage réglementaire, ça évite tout dérapage. Les agences de com santé sont quelque part là aussi garantes du fait qu'on ne dérape pas, on traverse bien dans les clous en matière des messages. Chez Bayer Agency, on part même du principe que peut-être qu'en étant d'ailleurs plus contraint, on doit devenir créatif. Créatif, mais raisonné, créatif et pertinent, encore une fois, pertinence médicale, scientifique, parce que dans nos secteurs, c'est incontournable. Donc la réglementation, oui, c'est important. D'ailleurs, chez Bayer Agency, on a même créé une méthode qui s'appelle SMR. Alors, ça fait souvent sourire, parce que c'est pas le... Voilà, je vous fais sourire, Pierre, mais on n'est pas dans le service médical rendu, quoique. On n'est pas non plus dans le service marketing rendu, quoique là aussi. Mais n'étant pas scientifique, moi j'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 30 ans, je n'étais pas scientifique, donc on a construit depuis plus de 30 ans tout un réseau d'hyper-experts, des scientifiques, nos KOL, les Key Opinion Leaders, même les YOL, les Young Opinion, les jeunes leaders d'opinion côté santé, donc on peut faire intervenir, donc ça c'est sur la lettre S. On va travailler après sur la lettre R qui est le réglementaire. Donc forcément sur le réglementaire, nous sommes accompagnés aujourd'hui par des consultants, pharmaciens responsables, cabinets juridiques, des avocats qui vont nous
t'aider à comprendre, à décortiquer cet univers du réglementaire, notamment en France, qui est le pays dans lequel nous exerçons régulièrement. Et puis, j'ai envie de dire, au beau milieu doit rouler, doit circuler une rivière qui peut être le marketing, la com, mais c'est le M aussi de la marque, voire du médical, que l'on doit activer au quotidien. Donc voilà un petit peu. Donc, oui, dans nos métiers d'agence, la réglementation, c'est incontournable. Alors, il n'y a pas qu'en santé qu'il y a des réglementations. D'ailleurs, quand on parle de marque, il y a ici plusieurs dimensions de marque. Il y a la marque produit, la marque environnement. On a parlé du service, notamment Lucien Benathan parlait de l'évolution des services. Je crois qu'on va regarder justement aujourd'hui les évolutions de ces marques, notamment des marques de pharmacie. Pierre, avec le 3e focus des étudiants de l'EFAP. Vous avez bien fait le lien là. Eh oui. Qui voulait dire qu'on allait aborder le réglementaire tout à l'heure aussi quand on parlera des réseaux sociaux. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. On pourrait faire une table ronde sur ça. Alors, 3e focus de nos étudiants sur l'officine numérique. Dans cette capsule, vous entendrez successivement Julienne Ron-Coucou, qui a un diplôme de pharmacien et un DESS en toxicologie obtenu en Côte d'Ivoire et qui a une expérience en officine à Paris. Et également Monitidia Cher, qui a un profil communication, marketing, web, après une école de commerce, et elle a travaillé en alternance 18 mois chez Sanofi. On les écoute. Tout de suite, les images. Le digital a changé la méthode de consommation des patients. Acteurs de leur santé, ils veulent des solutions efficaces, rapidement, n'importe où. Pour continuer à améliorer le quotidien des patients, les officines doivent maintenant se mettre à la page et sauter vers le numérique. Les pharmacies doivent se digitaliser pour bénéficier d'une visibilité 24 heures sur 24, être accessibles par le monde entier, suivre les attentes de leurs clients, améliorer l'information et conseils aux patients, faciliter l'accès au traitement. Des thématiques incontournables avec un contenu homogène, des jeux concours, des astuces et informations pour fidéliser et capter d'autres clients. Les réseaux sociaux, un outil incontournable pour communiquer. On retrouve principalement 2 grandes tendances dans la manière dont les officines communiquent sur les réseaux sociaux. Un ton convivial et un ton informatif. On est très tourné vers le conseil parce que la santé est un sujet sérieux, mais ça n'empêche pas d'en parler avec le sourire. Certaines officines vont se différencier des autres en créant une identité visuelle. Le but, se distinguer des autres pour se faire reconnaître de leur clientèle. Avec le grand nombre d'officines existantes sur Internet aujourd'hui, avec les mêmes offres et les mêmes produits, c'est important de se démarquer de la concurrence. Enfin, du côté des groupements pharmaceutiques, on a une présence sur Internet grâce à des sites web, mais pas toujours de compte sur les réseaux sociaux. Comme pour les officines, on va surtout retrouver de la communication autour de 3 axes. Des conseils, des produits et du corporate. En conclusion, les officines du numérique comprennent de mieux en mieux les codes de la digitalisation et créent leur propre identité sur les réseaux sociaux. Elles ont compris qu'une présence en ligne est un atout compétitif pour fidéliser leurs clients. Plus libres car moins réglementées, les pharmacies et parapharmacies endossent un rôle à la fois institutionnel et commercial, avec une esthétique soignée et des messages dynamiques et légers. Lucien Benathan, cette capsule des étudiants de l'EFAP, elle était faite pour vous en fait. Parce que je crois que d'ailleurs en préparant notre rencontre, vous aviez évoqué la pharmacie digitale, je crois, qui est l'un de vos sujets. Allez, quels sont les enjeux justement de cette pharmacie digitale, Lucien? Oui, tout à fait. Nous avons opté pour la pharmacie digitale dès que nous avons lancé ma pharmacie référence en tant que bannière, qu'enseigne. On s'est mis à la place de nos clients patients. Clairement, aujourd'hui, les évolutions sociétales et comportementales nous conduisent à intégrer le digital dans l'exercice. L'enjeu majeur pour les pharmaciens aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Et donc le digital est là pour les aider, mais aussi gagner du temps pour développer de l'humain dans la relation avec les clients et les patients. Ça, c'est premier enjeu. Pour un groupement, l'enjeu du développement du digital, c'est d'abord démystifier le numérique, tant auprès des pharmaciens que même des patients qui fréquentent ces pharmacies. Deuxième enjeu pour nous, qui est fondamental, c'est la mise en avant du rôle du pharmacien et de la pharmacie dans le système de santé. C'est, grâce au digital, permettre
le développement de nouvelles missions du pharmacien. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, gagner du temps, mettre plus d'humain, c'est développer, faire évoluer les pratiques professionnelles. Ça, c'est nécessaire et indispensable. Enfin, il y a aussi besoin du pharmacien de s'inscrire dans la démarche, dans une démarche de responsabilité sociétale, accentuer la relation humaine, soutenir les aidants, réduire les déplacements quand c'est possible, informer, par exemple, du stock disponible, faire réserver les produits en avance, envoyer son ordonnance, pouvoir échanger avec un professionnel de santé, pouvoir bénéficier de conseils à distance, faciliter l'adhésion au traitement. On voit bien là que sans le digital, ça ne serait pas possible, très clairement. Et oui, notre enseigne a tenu à intégrer ce développement pour favoriser un exercice professionnel nouveau. Et enfin, il y a aussi, il faut le dire, il y a une préparation de nos pharmaciens au marché de demain. On voit bien arriver des plateformes mass market qui veulent s'impliquer ou qui vont s'impliquer ou qui s'impliquent déjà, on le voit dans d'autres pays, dans, j'allais dire, la gestion de la santé de manière générale. Et là encore, le digital va nous aider ou nous aide, nous, pharmaciens, à intégrer cette nouvelle donnée au niveau de la consommation, du comportement des patients et des clients de demain. Alors, voilà. Lucien, merci. Alors, on le voit, on est là aussi, encore une fois, le patient au cœur, voire l'humain au cœur de toute cette relation, même si elle est numérique. On pense souvent d'ailleurs que le numérique est froid. J'ai tendance à dire que le numérique vivra à partir du moment où on met l'humain au cœur de tout ça. Pierre, on va rester dans le monde du digital, mais là, sur un regard, un focus des étudiants sur la communication digitale aujourd'hui. Oui, alors la communication digitale au travers des réseaux sociaux. Et on a fait un petit focus, vous leur avez fait faire un focus sur la communication sur les réseaux sociaux des sociétés dermocosmétiques. Donc on va découvrir cet univers avec deux étudiants qui ont un profil scientifique. C'est Hamza Lounissi qui a un master en immunologie-oncologie et 5 ans d'expérience en tant que délégué médical dans une entreprise de médicaments algérienne. Et puis nous avons Mohamed Osama, qui a une formation et une expérience de 5 ans de dentiste en Égypte. Nous les écoutons. Dans cette approche dermocosmétique, le sujet de réseaux sociaux prend une part de plus en plus importante. C'est ce que nous avons analysé et voici la tendance principale. Les grandes marques dermocosmétiques ont tendance à utiliser les vidéos courtes au format portrait. Entre les stories Facebook, Instagram et Instagram Reel, les grandes marques ont tendance à utiliser des nouvelles fonctionnalités vidéo pour faire passer leur message. Selon notre analyse, 85% d'entre eux préfèrent communiquer sur les réseaux sociaux via les vidéos courtes car c'est le format le plus apprécié par les consommateurs. Les principaux réseaux sociaux sont Facebook et Instagram. Et leur présence sur ces réseaux se traduira par plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 11 millions sur Facebook. Les contenus sont divisés en deux types, informatifs et promotionnels. Dans les contenus informatifs, ils proposent un conseil ou une solution et souvent ils invitent les consommateurs à partager leur expérience autour d'une pathologie. Et dans le promotionnel, ils utilisent le jeu de concours, parler de l'efficacité du produit ou mettre en avant les retours d'expérience des consommateurs. Les temps souvent utilisés sont des temps démonstratifs afin de mettre en avant la qualité du produit. Et pour rassurer le consommateur et renforcer la confiance, il utilise un temps de solidarité avec des verbatims, comme la protection, soulagement, douceur et solution. Alors, on voit que les enjeux de la communication digitale, et notamment des réseaux sociaux, sont des enjeux majeurs.
C'est un vaste sujet. D'ailleurs, on pourrait faire, je pense, une table ronde, une rencontre Festicom Santé sur ce sujet à lui seul, notamment sur les réseaux sociaux. Muriel Doucet, en termes de communication sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez des partis pris? Est-ce que vous êtes d'ailleurs présente? Des sujets de prise de parole spécifiques? Et comment ça s'organise justement? Merci Eric pour la question. Je vais prendre l'exemple de notre campagne de communication institutionnelle au titre d'Air Liquide. Notre enjeu était un enjeu de visibilité. Et donc l'objectif était de pouvoir faire comprendre en quoi nos activités santé pouvaient jouer en matière d'efficience médico-économique, mais aussi d'efficacité pour le patient. Donc il y avait à la fois cet enjeu économique, mais aussi thérapeutique derrière le sujet, tout en prenant en compte évidemment l'ensemble des professionnels de santé qui gravitent autour du patient. Et ceci pour le monde entier, puisqu'on s'adressait à l'ensemble des pays où nous opérons au total 35. Donc nos partis pris pour être sur les réseaux sociaux ont été les suivants. Le premier, c'était avoir la capacité de pouvoir s'adresser à une cible extrêmement large, aller du grand public aux institutionnels, mais aussi aux patients, en ayant des messages suffisamment vulgarisés afin de montrer les bénéfices en matière de solutions que l'on pouvait apporter pour les patients, mais aussi pour le système de santé local. Et puis, en effet, représenter les différentes zones géographiques. Donc, ça voulait dire intégrer des illustrations, que ça soit en présentant le patient habitant en Amérique du Sud ou en Asie, ou un patient caucasien, par exemple. Et tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure, Eric, c'est en respectant les contraintes réglementaires. Et donc, l'objectif était évidemment de pouvoir être suffisamment créatif dans la façon d'articuler l'ensemble du dispositif pour que ça puisse convenir à l'ensemble des pays où nous diffusions. Les canaux sur lesquels, en fait, nous avons relayé l'information, appartenant à un grand groupe, nous avons évidemment utilisé les mêmes canaux que pour l'ensemble des autres activités du groupe Air Liquide, à savoir Facebook, LinkedIn et Twitter. Nous avons traduit la campagne en plus de 8 langues et donc diffusé cette campagne dans plus de 35 pays. Donc les modèles et les modes opératoires, là encore, sont les mêmes, mais par contre, les canaux vont varier d'un pays à un autre. Alors, allez, je ne peux pas ne pas vous poser la question, Muriel. TikTok, c'est pour demain? Allez, passons à la suite du sujet. Merci, Muriel. Pierre? Peut-être pour Frédéric. Peut-être que c'est d'actualité, je crois. Hein, Frédéric, comment vous utilisez les réseaux sociaux? Comment vous êtes organisé à la Ligue? Alors c'est vrai que, comme je le disais, on a beaucoup développé notre communication digitale. Déjà, on a un site, bannière Ligue-Cancer, qui est très important parce qu'il est à la fois diffuseur d'informations et outil de dialogue avec les personnes qui en ont besoin. On a un forum qui est actif 24/24. On a mis en place des facs et des rubriques spécifiques, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Et on a beaucoup effectivement utilisé Internet pour communiquer avec les personnes malades qui étaient très inquiètes. Et on a relayé finalement nos lignes téléphoniques de soutien psychologique, de soutien médical, de soutien juridique par le web. On a également développé pas mal de sites dédiés à des thématiques spécifiques. Par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Emploi et Cancer, qui comprend notamment beaucoup de vidéos témoignages de la part de salariés atteints de cancer pour travailler justement sur le maintien ou le retour à l'emploi des personnes malades. Et effectivement, on utilise énormément les réseaux sociaux, alors tous, Twitter, Facebook, bien sûr, Instagram, mais aussi LinkedIn, côté entreprise, TikTok, même les plateformes type Twitch, etc. On y publie de nombreuses thématiques, que ce soit prévention, campagne de dépistage, beaucoup de témoignages patients. Tous les événements de la Ligue aussi, évidemment, ils sont relayés, tous les plaidoyers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment l'importance de l'émergence et de l'animation de communautés, en fait, via les plateformes collaboratives. On a pas mal d'actions, par exemple, au sein des communautés de gamers, et on a pas mal également d'animations de communautés territoriales. On a essayé d'aller plus loin que la com, on a essayé de digitaliser vraiment nos manifs, nos événements, donc des courses virtuelles, des concours en ligne, des émissions en live, des soins de support distanciels, etc. Et on a gamifié aussi des événements. Par exemple, ce mois-ci, on avait l'habitude de faire un colon tour qui faisait le Tour de France pour donc le mois de la prévention des cancers colorectaux. Et on a créé donc un serious game avec un parcours virtuel, un colon tour virtuel, vraiment un showroom en format virtuel à la place.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup ce travail sur le vécu des communautés. J'ai un exemple en tête. En octobre dernier, on avait lancé une course virtuelle, plus vite que le cancer, courir plus vite que le cancer, avec une compétition par région qui avait très bien fonctionné. Et donc pendant tout le week-end, on avait animé des lives Facebook avec des sportifs, avec des coachs, des ambassadeurs, et on avait une compétition interrégionale qui avait très très bien fonctionné. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment une communication digitale qui est de plus en plus engageante, et en fait une communication qui met l'internaute en action, qui le fait participer en fait à la lutte contre le cancer. Et le dernier exemple que j'ai envie de vous partager, parce que c'est maintenant, hein, vous le savez, c'est la semaine internationale de lutte contre le cancer du 15 au 21 mars. Et pour marquer cette semaine, en fait, on a décidé de mettre en action notre public. On avait eu beaucoup de succès l'année dernière avec un spot télé qui s'appelait Le cancer, l'amour, la Ligue, qui était illustré par l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Et on a voulu, pour cette semaine internationale, apporter du réconfort aux personnes touchées par le cancer via les réseaux sociaux. Et donc, on a monté un challenge et on propose au public de créer une interprétation de l'hymne à l'amour, comme il le souhaite, hein, chant, danse, photo, texte, vidéo, etc. Et on a ce site qui permet d'agréger les contenus créés, et donc tout est lié sur les réseaux sociaux avec les hashtags face au cancer, l'amour, la Ligue. Et donc voilà, donc une communication digitale qui est vraiment engageante en fait, et qui met en action le public à nos côtés. Merci Frédéric. Mais vous arrivez à toucher tous vos publics avec le digital ? Alors évidemment, c'est en croissance, hein, je dirais. Hein. Tous les ans, on a une croissance à 2 chiffres, effectivement, de notre communication digitale, et aussi de l'impact du digital, par exemple sur la collecte, hein, donc sur nos donateurs. On est en train de renouveler quelque part nos viviers de donateurs. Évidemment, on n'arrive pas à toucher l'intégralité de nos cibles. Vous l'imaginez bien, notamment chez les seniors, c'est parfois un petit peu plus difficile, ou dans les territoires ruraux. C'est sûr que rien ne remplace complètement le terrain et la proximité de nos comités départementaux, notamment avec les personnes malades. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a justement cette possibilité d'élargir, et notamment de s'adresser davantage aux jeunes qui sont déjà très engagés à la Ligue, hein, via des services civiques ou d'autres moteurs, et les jeunes qui sont évidemment au cœur de notre sujet, que ce soit en termes d'engagement sur la prévention, le sport santé, l'alimentation, l'environnement, etc., ou que ce soit pour venir s'engager et militer à nos côtés dans l'avenir. Donc ça, c'est vraiment pour nous extrêmement précieux, et c'est vrai qu'on développe vraiment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, par exemple, de tout ce travail qu'on fait avec les communautés de joueurs sur Internet, hein, le monde du jeu vidéo, du gaming, les streamers sur des plateformes comme Switch. Bon, bah, c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'avait pas touchés dans le passé, et que mes équipes marketing et communication, qui sont jeunes évidemment, ont plaisir à développer. Merci. Merci Frédéric. Alors Lucien Benatton, vous en avez parlé tout à l'heure, la place du site internet du groupement, mais la place des réseaux sociaux aussi chez vous. Alors une question est importante, c'est comment on arrive à rendre tout ça cohérent, parce que vos adhérents peuvent aussi avoir leur propre communication. Comment on orchestre ça ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut aborder tous les sujets ? Comment ça s'organise tout ça chez vous, Lucien ? Alors chez nous, tout simplement, à partir du moment où le pharmacien intègre le concept enseigne, il nous laisse faire. Il nous laisse faire. J'allais dire, ça fait partie du deal, ça fait partie du contrat. Donc ici, nous avons en effet une équipe de jeunes et moins jeunes, très branchés, web marketing, digital. Et à partir d'un player, on va alimenter des bases de données, et on va, j'allais dire, tout commander à distance. On commande l'allumage des écrans, on commande le contenu des écrans, on met à leur disposition. Dans ces pharmacies, vous trouvez un web bar avec une technologie RFID et avec un écran LED. Cet écran, c'est nous qui le commandons en distance. La technologie RFID, les produits qui sont proposés, c'est nous qui allons les mettre sur place. Les bornes d'accueil, nous gérons à distance la notion de bornes d'accueil et de contenu, surtout de ces bornes d'accueil. Le contenu des tablettes qui sont mises à la disposition des patients ou des clients dans les officines est géré à distance et mis en place par nous-mêmes. Tablettes enfants, tablettes front office,
les écrans linéaires, la sonorisation de l'officine. En fait, c'est la condition sine qua non pour qu'on ait une communication qui correspond en fait à ce que l'enseigne veut faire passer comme message auprès des patients clients. Alors, bien sûr, de la même façon, nous gérons leur page Facebook, nous gérons les comptes Twitter, nous gérons l'ensemble des éléments que nous mettons en place au niveau du digital, je veux dire Hub Store. Maintenant, c'est tout l'enjeu de notre enseigne, hein, c'est la réplicabilité, c'est j'allais dire, la discipline au niveau de ces pharmacies. Mais le pharmacien adopte ces nouvelles habitudes assez facilement à partir du moment où on a fait le choix ensemble avec ces pharmaciens des messages et des contenus que nous voulons faire passer auprès du grand public. Très bien. Merci Lucia Benathan. On va se tourner vers vous, Bruno Erard. Comment c'est géré chez vous, justement, avec ces deux univers, hein, santé animale, santé humaine? Et d'ailleurs, quel est le poids des réseaux sociaux, notamment du digital, dans votre communication, notamment en termes de fréquence de publication sur les réseaux sociaux et aussi en termes de contenu? Puis avec une question aussi sur comment on gère l'instantanéité réclamée par les réseaux sociaux et la réglementation, le besoin de contrôle pharmaceutique. Tout ça pour moi. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Avant, je voulais juste faire un petit commentaire à Frédéric. Je voulais saluer le fait que la Ligue ait la chance d'avoir un président qui est très présent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Axel Kahn depuis longtemps. Il a plus de 42 000 suiveurs sur Twitter et il tweet, il relaie très très bien les informations de la Ligue. Et je pense que c'est très important quand on a la chance d'avoir un dirigeant dans une organisation, dans une entreprise qui est très actif sur les réseaux sociaux. Parenthèse fermée, mais je tenais à le dire. C'est noté. Alors, chez Boehringer, pardon ? C'est noté. Chez Boehringer, et Pierre pourrait en parler aussi bien que moi, le digital et les réseaux sociaux sont gérés en collaboration entre les équipes com, donc dans mon département, et puis les équipes marketing. Les canaux institutionnels et les communautés de patients sur Facebook sont pilotés en direct par la communication, pour vous donner un exemple, tandis que les solutions digitales spécifiques pour les patients ou les professionnels de santé sont, elles, pilotées par les équipes marketing en collaboration avec mon que ce soit la communication ou les relations avec les associations de patients. Alors ensuite, Pierre, tu m'as demandé quel était le poids, qu'est-ce que ça représentait en... Oui, c'est vrai qu'il y a une problématique dans l'industrie pharmaceutique. On a une contrainte réglementaire forte et les réseaux sociaux nécessitent une communication instantanée. Comment on fait pour gérer les deux? Alors, comme tu le dis, je pense qu'on peut se tutoyer, on est collègues. On est effectivement dans une industrie particulièrement réglementée. Alors, elle est extrêmement en santé humaine, elle l'est un peu moins en santé animale, même si la réglementation a tendance à s'uniformiser. Alors, évidemment, il ne s'agit pas pour nous de sortir du cadre. Mais ceci étant posé, je pense qu'il existe quand même des espaces conversationnels qui s'offrent sur les réseaux sociaux. Si je prends l'exemple de la crise de la Covid, elle a vraiment mis en lumière l'importance capitale de la recherche, de l'innovation, des capacités industrielles, j'en parlais tout à l'heure, de la nécessaire transparence et de collaborer à tous les niveaux. Et donc pour moi, c'est clairement un levier pour l'industrie pharmaceutique de pouvoir participer à ces échanges et de valoriser nos activités, nos métiers et nos contributions. Et donc le digital dans tout ça, c'est vraiment un élément incontournable pour nous, pour Boehringer, comme pour les autres entreprises. L'utilisation du digital, elle s'est démultipliée et en particulier à la faveur de la crise à une vitesse absolument fulgurante à tous les niveaux. Et donc on a évidemment maintenu cette activité à la fois pendant les périodes de confinement, c'était un élément important de lien à la fois en interne également en externe, et ce qui nous a permis de proposer des solutions innovantes.
par exemple, en santé animale, pour prendre cet exemple, avec le cas des vétérinaires libéraux, on a bâti un projet digital qui a permis de maintenir le lien avec les vétérinaires affiliés à ce syndicat et de leur proposer un certain nombre de solutions, puisque comme vous le savez, l'exercice de la profession, d'ailleurs en santé humaine comme en santé animale, était extrêmement compliqué lors du premier confinement. Donc tout ça pour dire que la crise a vraiment confirmé l'importance à mes yeux de la digitalisation des entreprises, et ça a été clairement un accélérateur de la transformation digitale. Chez Boehringer, je pense, comme tous les acteurs qui sont réunis autour de cette table. Et donc clairement aujourd'hui on est peut-être dans une nouvelle étape qui est celle d'une réflexion sur la base de ce ressenti et de ce rapport d'expérience sur ces stratégies innovantes pour pouvoir pérenniser certaines d'entre elles, mais comme vous le disiez, pardon, Eric, tout à l'heure, en gardant toujours au cœur l'humain. Je pense que c'est un élément clé dans la digitalisation de nos outils, et en particulier dans les moyens qui ont été mis en place en interne, de ne jamais oublier la dimension humaine. Je pense que là-dessus, la réflexion n'est pas encore aboutie. Merci Bruno. Alors, je suis désolé parce qu'on est un petit peu en retard sur le planning. Juste un point de commentaire. Je sais qu'il y a sûrement de nombreuses questions avec Pierre. Nous en avons évidemment encore plein, mais le temps nous est un petit peu compté. Donc, il n'y aura pas de séance de questions et de réponses. Par contre, vous pourrez contacter nos intervenants via l'adresse internet du festival, contact@festicomsanté.com, donc contact@festicomsanté.com pour poser les questions, et nous demanderons à nos intervenants de revenir dessus. Pierre, on est arrivé à la fin de nos échanges. On va faire un dernier tour de table avec un premier point sur qu'est-ce que l'on doit garder à l'esprit de ces échanges, Pierre. Nous allons demander à nos invités de conclure. On commence par qui? Par Frédéric. Alors, Frédéric, Bruno, Lucien, on va vous demander en fait deux choses toutes simples. C'est est-ce qu'on doit suivre ou pas la tendance? Une réponse oui, non, et comment on doit le faire si on la suit. Et surtout, est-ce qu'il y a un mot d'ordre que vous aimeriez faire passer aujourd'hui pour faire évoluer cette communication santé? Allez, on commence par qui? Frédéric. Frédéric Gesque. Ah oui, je pense que oui, hein. Évidemment, le contexte sanitaire depuis un an nous l'a bien montré. On a bien été obligé de s'adapter, d'innover pour rester en lien avec les patients, pour rester en lien avec le public, pour garder de la visibilité. Donc, on l'a vu, le digital, les communautés en ligne, les réseaux sociaux, tout ça, ça a pris une place qu'il faut prendre en considération. Et moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur de se réinventer, de casser les codes, de ne pas s'auto-censurer. Donc, le mot-clé, oui, je dirais, c'est oser se réinventer en permanence. En tout cas, la Ligue, c'est ce qu'on essaye de faire pour changer le regard sociétal sur le cancer, donc de suivre effectivement les tendances de la société pour pouvoir communiquer avec tous, et y compris avec les jeunes générations, pour les pousser à s'engager à nos côtés. Donc, osons, réinventons-nous. Ok. Oser et engager les nouvelles générations. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie, d'éducation même sur les nouvelles générations, notamment aux thématiques de la santé. Merci Frédéric Gesque. Muriel Doucet, même question. Tendance et mot d'ordre. Alors, tendance, oui, il faut absolument surfer sur ces tendances en matière de communication santé, et je retiens 4 grands principes. Le premier, c'est avoir des éléments extrêmement tangibles et concrets à communiquer. Le deuxième, c'est bien choisir le timing dans lequel on va le faire de façon à ne pas être dans une problématique d'infodémie. Le troisième, et tout le monde l'a cité, c'est mettre le patient ou l'humain au cœur de la communication. Et le quatrième principe étant d'avoir et de construire un dispositif de communication qui touche l'ensemble des parties prenantes qui vont accompagner le patient dans son parcours de soins. Votre mot d'ordre, s'il fallait en mettre en avant aujourd'hui? Continuons à apprendre à travers cette situation un peu de pandémie et devoir oser faire des choses. Je rejoins assez Frédéric sur cette notion. Il y a un mot d'ordre qui se dégage sur le fait d'oser, mais aussi oser apprendre, ce qui est plutôt un point intéressant. Merci Muriel. Lucien Benathan, tendance, pas tendance? Oui. Alors chez vous, la tendance est toujours très poussée, très forte. Et le mot d'ordre que vous aimeriez faire passer aujourd'hui? Écoutez, au niveau du professionnel de santé, moi je vais m'exprimer au nom des pharmaciens, des professionnels de santé.
Vivre au rythme des tendances, c'est nécessaire, indispensable, évident, au risque, c'est même vital, au risque de sortir des radars du patient et de ne plus être considéré comme un acteur de santé, du système de santé. Le mot d'ordre, moi j'ai envie de continuer sur le oser, mais osons, professionnels de santé, laboratoires, associations de patients, osons travailler, et d'aidants d'ailleurs, osons travailler en réseau et accroître notre interopérabilité. C'est ce qui m'intéresserait. Si je résume, Lucien Benathan, il faut casser les silos. Je crois que c'est un peu le sujet. Tout à fait. Alors, Bruno Erard, pareil, même question. Tendance, pas tendance, que ce soit santé animale ou santé humaine. Et surtout, votre mot d'ordre du jour, Bruno. Très bien. Alors, je reprendrai ce qu'a dit Muriel. Je pourrais reprendre mot à mot ce qu'a dit Muriel. Je pense qu'effectivement, la communication santé ne peut pas faire l'économie d'une connaissance fine des tendances, mais en même temps, elle ne doit pas en devenir la prisonnière. Donc, je ne reprendrai pas les 4 garde-fous que Muriel qui me vont parfaitement. Je rajouterai juste que si on surfe trop sur les tendances, nos parties prenantes pourraient quand même percevoir cela comme une forme d'opportunisme. Je pense qu'il faut y faire attention, avoir un peu de vigilance là-dessus. Et sur le mot d'ordre, comme on a eu la chance de développer le sujet du One Health, j'aurais un mot d'ordre assez simple, une seule santé pour tous et tous pour une seule santé. Écoutez, voilà qui est parfaitement résumé. Merci Bruno. Pierre, vous voulez peut-être commenter? Vous avez un mot d'ordre peut-être côté étudiant peut-être? Non, mais vous parliez de tendances. Moi, je pense que les étudiants, ils sont au cœur des tendances. Ils sont toujours branchés sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on les recentre sur leur travail, c'est-à-dire qu'ils identifient bien quels sont les acteurs, les cibles, qu'ils aient un apprentissage de la communication 360 et puis de les former pour avoir des communicants créatifs qui sachent diffuser le bon message vers le bon public au travers des canaux. Pour les tendances, je ne m'inquiète pas, il faut leur donner les fondamentaux. Bon, une communication raisonnée qui s'appuie sur les tendances, c'est peut-être les 2 mots qu'il faut retenir. Merci Pierre. Bien, on est arrivé à la fin de notre rencontre. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci à l'EFAP et au MBA Communication Santé d'avoir été à nos côtés pour cette rencontre. Merci aux étudiantes et aux étudiants du Master pour leur travail et leur collaboration. Je vais remercier aussi la régie, on ne les voit pas, mais ils ont beaucoup travaillé aujourd'hui et sur les jours précédents, notamment Étienne, Louis et tous ceux que j'oublie sûrement. Merci également encore une fois à nos partenaires médias, partenaires soutien avec la FNIM, la Fédération nationale de l'information médicale et de la communication santé. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout à vous dire que rendez-vous pour une prochaine rencontre ou pour ceux qui le voudraient, évidemment, à Deauville à la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci au Festival Comme Santé et puis un bonjour à Dominique Noël également. On n'y manquera pas. Messieurs, mesdames les intervenants, merci et encore une fois, à très vite. À très vite, au revoir. Merci, au revoir.